pour une adaptation de livre ultra réussie, pas fidèle à 100%, mais qui nous donne un spectacle de cinéma. Frankenstein, version Guillermo del Toro, version 2025. Oui, gros événement au cinéma dans cette fin d'année. Qui est sorti donc la semaine dernière dans certaines salles de cinéma et qui arrive sur Netflix à partir du 7 novembre. Tout à fait. Gros événement donc qui sort au bon moment pour Halloween, pour la saison, pour se faire peur, pour la saison des créatures qui sortent comme ça la nuit pour effrayer les spectateurs. Mais je m'égare. Donc oui, on voulait absolument parler de cette version 2025 de Frankenstein, du mythe Frankenstein, faite par bien sûr Guillermo del Toro, qu'on ne présente plus. On peut vous dire ce qu'on en a pensé, bien sûr. C'est un peu l'objet de cette vidéo. Dans un premier lieu, on vous parlera un petit peu du contexte autour de la sortie. Ensuite, on parlera un peu du casting, des réalisateurs, les forces en présence. Petite critique sans spoiler. Et dans une deuxième partie, une critique avec spoiler, où là, on parlera plus de scènes, de détails du film qui nous ont marqués. Exactement. Comme d'habitude, si vous avez cliqué sur cette vidéo, merci. Et on espère qu'elle vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à l'aimer, à commenter. Surtout commenter. On adore voir les commentaires, les avis des gens. C'est l'une des choses qu'on préfère sur cette chaîne. Et si le cœur vous en dit, vous abonner, pourquoi pas, ça nous aiderait beaucoup. Ceci étant dit, Frankenstein, version 2025 de Monsieur Guillermo del Toro. Exactement. Oui, donc sortie événement à plusieurs niveaux. D'une part parce que c'est une adaptation de Frankenstein, monstre culte, mythique de la littérature et du cinéma. Plusieurs versions ont été faites et là on a donc celle de Del Toro qui est ultra attendue parce que c'est un réalisateur qui non seulement porte le projet et s'entraîne à le réaliser depuis quasiment 30 ans. Voir le cinéma de Del Toro appliqué à Frankenstein, forcément on ne pouvait pas rater ça. Ça fait sens. Le gars est dans son jardin, clairement. Je veux dire, quand on voit les deux noms, non sur l'affiche Frankenstein et Guillermo del Toro, on s'est dit, mais oui, bien sûr. Guillermo del Toro qui est un peu une sorte de Tim Burton, on va dire moderne, qui a un peu pris le relais, peut-être dans des univers parfois un peu plus sombres, plus violents peut-être. Plus gothique, les monstres sont vraiment des monstres chez Del Toro. C'est la grande différence avec ce qu'on a pu voir dans Tim Burton, mais on a toujours le côté gothique, on a toujours le côté amour des monstres, le côté émotionnel aussi qu'on peut avoir à l'interaction avec la monstre, le questionnement même sur ce que c'est qu'un monstre. Bien sûr, bien sûr. Donc vraiment, là, encore une fois, Guillermo del Toro, dans son jardin, par rapport à c'est une suite naturelle de son œuvre. C'est aussi l'œuvre de sa vie. Enfin, il en parle lui-même, il dit que c'est clairement un film qu'il a porté, qu'il a mûri, qu'il a réfléchi depuis qu'il est enfant en fait. Apparemment chez lui il a une maison avec des pièces dédiées avec des créatures genre Frankenstein, la momie, Dracula, tout ça, il a des statues, ce genre de choses. Donc le gars est vraiment... C'est son univers, il est à fond, il adore le mythe de Frankenstein, donc qui on le rappelle est donc à l'origine un livre écrit par Mary Shelley en 1818, donc en Angleterre, considéré comme le premier livre de science-fiction, donc clairement une œuvre fondatrice. Exactement. Qui a été adaptée au cinéma maintes fois. On a vu des versions, on a quand même quelques classiques, celui de 1931. Avec Boris Karloff. Avec Boris Karloff qui a personnifié ce monstre pendant des décennies. Que tout le monde connaît même sans le savoir, je veux dire la tête de Frankenstein. C'est lui, ça a été fait vraiment en se casant sur son physique. Après il y a eu des versions les plus connues, on va dire, il y a eu celle de Branagh en 94 avec De Niro dans le rôle du monstre. Et plus récemment, Victor Frankenstein avec James McAvoy qui est sorti en 2015. Ah, c'est vrai. Depuis Silence Radio, tout le mythe partait un peu aux oubliettes jusqu'au moment où Del Toro a décidé de lui donner sa vision, de lui redonner vie en fait. Tout à fait. Et c'est pas fini parce qu'on va avoir deux autres versions qui vont sortir l'année prochaine. Une version que moi personnellement j'attends avec impatience, c'est The Bride avec Christian Bale de Maggie Gyllenhaal. Ouais. Donc avec Christian Bale, avec Maggie Gyllenhaal et aussi une autre version avec Sebastian Stan. Tourné en Roumanie. Mais clairement, on est sur une année, on est dans une époque où le monstre Frankenstein revient. Bien sûr, les studios ont compris qu'il y aura un appétit éternel pour ces monstres mythiques. On a eu la relecture de Nosferatu il y a 1 an par Robert Eggers. Et de toute façon, il y a Dracula qui sort quasiment 1 an sur 2. Et donc voilà, cette fois-ci, c'est Guillermo del Toro qui, après avoir fait plusieurs séries B quand même, au début de sa carrière, on va pas se mentir. C'est vrai. Blade 2, Mimic... Oui, bon, voilà, ça ne sera pas dans les annales. Le gars est quand même monté en grade. D'abord avec le Labyrinthe de Pan en 2006. Qui, à mon sens, reste aujourd'hui l'un de ses meilleurs films. Ouais. C'est là qu'on a vraiment découvert son univers.
son amour pour les monstres, sa dépiction des monstres, etc. Il est clairement monté en grade à ce moment-là. Bon, après, il s'est refait plaisir avec des Pacific Rim et ce genre de choses, mais il a aussi fait la forme de l'eau quand même en 2017. Oui. Oscarisé, si je ne m'abuse. Oscarisé, oui, Oscarisé, tout à fait. Ouais, tout à fait. Donc ça clairement... Alors, donc là, il a appuyé son empreinte. Je suis là pour rester, je suis un réalisateur qui compte. Et donc aujourd'hui, Frankenstein, dans sa version, il va embarquer Oscar Isaac. Oui. Qui se fait quand même une bonne petite carrière, mine de rien. Exactement. Oscar Isaac. Exactement. En plus, assez varié parce qu'il enchaîne à la fois des films d'auteur comme Inside Louis Davis ou des films beaucoup plus gros budget, type Star Wars. Méga production. Le mec, quand même, dans Star Wars et Dune. Hein, je veux dire, ouais. Voilà. Mais un super bon acteur. Le personnage, le casting est parfait dans ce cas-là. Parce qu'il a cette dimension, il a cette folie, il a cette intensité dans son jeu qui est propre aussi au personnage. Il a une sensibilité, mais il a quand même un peu les yeux quand même dingo, quoi. Les gars, tu sens qu'il y a un truc derrière. Mia Goth aussi. Oui, le volet géré du film d'horreur, tout à fait. Révélé par la trilogie X, Pearl et Maxine, qui reprend un rôle dans une grande production, parce qu'on ne l'a pas mentionné, mais ça reste quand même une énorme production pour Netflix. Ouais. 120 millions de dollars. 120 millions de dollars, ouais. 120 millions de dollars. Donc on la retrouve enfin dans un rôle majeur, dans un film à très gros budget. Donc elle marque son empreinte dans le cinéma d'horreur moderne. Excellente actrice de film d'horreur. C'est vrai que c'est aussi un pas vers le haut pour elle en termes de accès grand public, etc. Parce que bon, la trilogie Maxine, c'est une trilogie qui est un peu plus... on va dire indie horror quand même. Ça fait plaisir de la voir dans cette production. Christophe Waltz aussi. Oui. Le fameux. Exactement. Le fameux. Dans le rôle de Harland. Donc un personnage qui est important dans l'intrigue, mais qui n'a pas beaucoup de présence à l'écran. Ouais. Mais Christophe Waltz lui amène vraiment tout son poids, avec toute sa classe et sa diction parfaite. Un film qui est adapté d'une œuvre du 19e siècle, Christophe Waltz, on se dit ouais, bah oui, bien sûr. Oui, clairement. ça passe très bien. Et pour finir, bien sûr, Jacob Elordi. Oui, dans le rôle de la créature. Tout à fait. Choix assez étonnant au départ. Acteur très jeune, qui n'était pas forcément ultra connu en dehors de son rôle qu'il a révélé dans Euphoria. Ouais. Et en plus, c'était même pas lui qui devait jouer le rôle, vu qu'à la base, c'était Andrew Garfield qui était attaché au rôle de la créature, et qui, 9 semaines avant le tournage, quitte le projet. Donc, réfléchit très vite et trouver un remplaçant. Jacob Elordi, il amène une présence parce que quand même. On est quand même passé du 1m82 de Andrew Garfield au 1m87 de Jacob Elordi, c'est pas la même. Exactement. Et apparemment, Del Toro a trouvé un avantage dans ça parce que avoir une présence plutôt dominante à l'écran pouvait aussi amener une certaine profondeur à la créature. Ouais. Donc voilà un peu pour les forces principales. On va parler dans les costumiers, les effets spéciaux, tout ça qui font un job incroyable. Mais sinon, si on parle un peu de notre avis, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de Frankenstein ? J'ai adoré. Franchement, j'ai vu quasiment... Je suis un fan des monstres classiques du cinéma américain. Ce que tu as mentionné. Alors, les vampires, les loups-garous. Et Frankenstein a toujours été un de mes monstres préférés. Et là, honnêtement, le mélange entre l'histoire et le réalisateur, ça fait mouche. Tout à fait d'accord, c'est rafraîchissant, ça fait du bien. Honnêtement, je commençais à en avoir marre de mettre des 6 sur 10 sur toutes nos critiques. On en parlera quand je me donnerai ma note par la suite. Mais c'est un film qui te laisse avec un enthousiasme de spectateur, je veux dire d'enfant quasiment. Le film n'est pas parfait, il a des défauts. La première partie, je la trouve un peu longuette. J'étais beaucoup plus intéressé par la deuxième partie sur la créature. Oui. En fait. Oscar Isaac, il faut quand même lui rendre crédit. Excellente prestation. La scène où il est où il fait sa première présentation au comité scientifique à Londres, là déjà on est emporté. Puis bien sûr il y a des scènes plus marquantes aussi par la suite, on y reviendra. Mais Oscar Isaac est excellent. Mia Goth qui est pas la plus remarquable, elle fait le job, elle est très bien. Et c'est que pour une fois la voir avec un parler Oxford à la place, en anglais à la Oxford à la place de l'accent américain bien redneck avec lequel on la voyait du sud, je dirais redneck, du sud, via lequel on la connaissait jusqu'à présent. Ça change beaucoup, mais c'est pas forcément la plus marquante. Par contre, Jacob Elordi, pour moi, est incroyable. Il crève l'écran, quoi. C'est vrai. Sous sa couche de maquillage, là, il crève l'écran. Énorme surprise. Énorme surprise. Après, il a eu du temps pour se préparer, vu qu'il passait au moins 10 heures sur un siège avant de pouvoir se mettre devant la caméra. Tu peux apprendre ton texte. Mais honnêtement, révélation. Je ne m'attendais pas à une prestation de ce calibre-là, même sans parler. Sa présence, ses mouvements, etc. Ses yeux, son regard et tout. C'est ultra bien fait. Dans tous ces ingrédients, avec une mise en scène qui est complètement dingue.
faut signaler aussi que pour les scènes clés du film, que ce soit sur le bateau ou dans le laboratoire de Victor Frankenstein, c'est reconstitué entièrement. C'est pas de la CGI, c'est pas des effets spéciaux. Ils ont reconstruit des décors monumentaux à Toronto. Et ça se voit, parce que honnêtement, aujourd'hui, on arrive à voir la différence entre des CGI et un film qui fait vraiment du cinéma. Clairement. De toute façon, c'est un peu l'école Guillermo del Toro. Quand on voit un film comme Le Labyrinthe de Pan, aujourd'hui, les effets, les créatures et tout n'ont pas vraiment vieilli, alors qu'il y a des films il y a 3 ans qui sont déjà vieux, qui passent déjà plus, ou des films de 2025. Hein. Oui. Et non, vraiment, le décor en dur, absolument. Même si je trouve que de temps en temps, il est un peu trop... Les couleurs sont un peu trop chatoyantes, des fois c'est un peu trop joli, j'aurais peut-être aimé une ambiance un peu plus sombre par moment. Ouais, ça, malheureusement, chez Del Toro, c'est un esthète. Allez voir notre vidéo sur Nosferatu, c'est notre première vidéo de sa chaîne. Oui, c'est vrai. Voilà. Soyez indulgents, c'est la première vidéo qu'on a sortie, mais clairement, Nosferatu, on n'a pas aimé. Par contre, visuellement, c'était une claque. Visuellement, c'était assez incroyable. Et on était beaucoup plus dans le gris, noir, les tons plus sombres. Là, chez Del Toro, c'est beaucoup plus chaud, orangé. Il y a, tu sais, quand il est dans son laboratoire, dans sa tour, il y a beaucoup d'éclairage de fin de journée, tu vois, un peu la golden hour, tout ça. Ça, alors, pourquoi pas. Moi, un truc qui m'a un peu gêné, c'est la caméra toujours en mouvement. Ah oui. C'est très 2025. Ça aussi, c'est très Del Toro aussi. C'est très Del Toro, très 2025. C'est toujours faire des plans... qui bouge, la caméra qui bouge. Moi, j'aurais bien aimé, parce que photo incroyable, effet incroyable, acteur incroyable. Pose ta caméra et laisse tes acteurs, tu vois, faire la scène, quoi. Mais il a un peu trop le côté, il était fier de ses décors, sûrement, de ses effets. Complètement. Mais voilà, c'est un petit défaut que j'ai trouvé, surtout dans la première partie, parce que je t'avoue que moi, la deuxième partie m'a totalement emporté. J'étais comme un gosse. Tu sais, le moment où tu regardes plus le film en l'analysant, tu deviens entièrement, t'es dans l'histoire. Exactement. Moi, la deuxième partie m'a vraiment fait cet effet. Les scènes avec la créature, forcément, un peu la majeure partie de l'espace et donc de l'histoire. La fin d'une poésie incroyable. Deuxième partie, pour moi, fait que j'ai beaucoup aimé ce film aussi. On n'est pas passé loin du chef-d'œuvre, pour moi, parce que la première partie a les défauts que j'ai un peu mentionnés et un peu longuette. Mais pour moi, on n'est vraiment pas passé loin, quoi. Ah oui, complètement. Enfin, je pense, là, la durée totale est 2h20. Je pense qu'à 2 heures, on était sur un classique instantané, quoi. Ouais, parce que c'est beau, parce que c'est juste, parce que la musique magnifique, les scènes clés, la scène où le monstre se réveille, les scènes, on en parlera dans la partie spoiler, mais de dialogue très impactantes, sont toutes justes. C'est un film qui te laisse avec moi, je suis sorti avec un enthousiasme que j'ai pas eu depuis longtemps, quoi. C'est vrai, et on parle d'un film d'horreur. Et c'est un film d'horreur. Exactement. Fantastique horreur, tout à fait. On parle d'un film d'horreur et c'est un film qui donne de l'espoir au final. Ouais, tout à fait. Franchement, regardez-le. Allez voir Frankenstein. Si vous n'avez pas réussi à le voir au cinéma, sur le grand écran depuis 2 semaines, voyez-le sur Netflix. À mon avis, il est voué à un bon petit succès. Ah oui, ce serait étonnant le contraire. Ah, mais je comprendrais pas, honnêtement, parce que lui-là le mérite amplement, parce que c'est un vrai moment de cinéma. Ouais, tout à fait. Le moment de la note, toi, tu étais sur quoi ? Je mets un 8. 8 sur 10. Je t'avoue que je suis très tenté de mettre un 8. J'hésite. Si je suis objectif, on est plus vers le 7, 7,5, mais on va pas chipoter. Honnêtement, le sentiment que ça m'a laissé, c'est 8 sur 10. J'y repense avec grand plaisir. C'est vrai que l'empreinte du film reste longtemps après l'avoir vu. Absolument. Donc 8 sur 10. Allez voir Frankenstein. En tout cas, voyez Frankenstein chez vous dans le confort de votre salon. Vous ne le regretterez pas. C'est l'un des meilleurs films de 2025. Ouais, clairement. Clairement, candidat pour l'un des meilleurs films, au meilleur film de l'année. Il n'y a pas beaucoup de concurrence. Ça fait du bien de voir une grosse production avec beaucoup de costumes, des effets, de l'action, tout ça bien fait, c'est rare. Donc vraiment, regardez Frankenstein, vous ne serez pas déçus. Maintenant, on va un peu rentrer plus dans les détails, donc attention spoiler. Il y a un truc très intéressant à souligner, c'est le fait que Del Toro ait confié à Amy Agot le rôle à la fois de l'intérêt amoureux de Victor, la fiancée de son frère William, mais le rôle aussi de sa mère, morte en couche après avoir accouché de son frère William. Bien sûr. Et je pense que cette dualité-là, même si elle ne se remarque pas forcément, si on ne fait pas vraiment attention, c'est un peu la base du film. C'est un peu le côté ultra-oedipien de « j'ai perdu ma mère à cause de mon frère, donc je fais tout pour essayer de combattre la mort pour pouvoir ressusciter ma mère ».
un peu son C'est but, son obsession, in c'est son fine. leitmotiv. Ouais, C'est son obsession. Ouais. Et comme dans le film, c'est pas forcément dit et détaillé parce que ça fait déjà 2h20, on va pas mettre 3 heures dessus. Le fait de donner le rôle de Mia Goth à la fois à la mère et à son intérêt amoureux donne cet impact-là. Et c'est vrai que je me souviens plus exactement des détails du livre, mais il me semble que c'est absent du livre, cette partie-là. Cette partie où on voit l'enfance de Victor Frankenstein, où on voit le désamour de son père, en tout cas le désamour que son père a pour lui. Privilégiant son frère. Ouais, tout à fait. Joué par Max Kammerer, donc on connaît, acteur autrichien qu'on avait vu incroyable dans À l'Ouest rien de nouveau. On commence vraiment le film comme ça, on comprend que c'est la motivation première de Victor qui lui pour le coup a une forte relation avec sa mère. C'est vraiment le motiver à vouloir trouver une solution pour la mort une fois que sa mère va décéder. Ça va être son obsession dans toute sa carrière, dans toute sa vie. Alors c'est un peu un point faible du film pour moi. On est un peu à la fin. On boucle la boucle à la fin. Dans la dernière scène où Victor l'appelle, si je ne me trompe pas, mon fils. Fils, oui. Voilà. Quand il meurt dans le bateau. Donc là, on a clairement un peu cette boucle avec l'origine, la tension et la défiance et la relation dysfonctionnelle qu'il avait avec son père, qui du coup, il réplique avec la créature, avec son fils, la créature. Donc c'est un peu tout le thème du film, un peu en filigrane. Mais je trouve que ce thème, on le perd un peu dans la deuxième partie. Enfin, il y a un moment, on oublie un peu ça. Parce que Victor, encore plus que dans le bouquin, déjà dans le bouquin, il est assez... je trouve qu'il n'est pas très agréable. Il est pas très non, sympathique. il est irascible. Il n'est pas sympathique pour un sou, clairement. C'est un livre qui a été écrit par une femme de 19 ans, donc peut-être il avait une vision très tranchée de ce personnage, de ce que cet homme pouvait être. Donc c'est un peu l'un des défauts aussi pour moi du bouquin, c'est l'absence de psychologie un peu fine de Victor Frankenstein, qui est pour le coup apporté dans le film. Oui. Bon, avec ce thème du père et tout, et de la mère. Par contre, toute la première partie, au moment, j'ai un peu eu du mal à continuer à le suivre parce que c'est quand même un peu un connard, ce gars. Genre, complètement. Il drague complètement donc le personnage joué par Mia Goth, qui est la fiancée de son frère. Son propre frère. Je veux dire... il n'est pas sympathique. Ce monsieur. Il est absolument pas sympathique. Il n'est pas vendu comme tel. Parce que forcément, le parallèle avec son père, répliquer les mêmes erreurs, etc. On parlait un peu des longueurs tout à l'heure. C'est peut-être que, en fait... Moi, j'étais vraiment impatient que la créature arrive, tu vois. J'étais impatient à partir du moment où il se rapproche de la création, où il se rapproche de la naissance de la créature, et particulièrement quand la créature donc naît, entre guillemets. C'est ça que le film, pour moi, prend son envol. Les scènes quand la créature s'échappe, avec la tour et tout qui explose, incroyable. Incroyable. Moi, si je devais garder une scène du film qui m'a absolument touché plus que la fin encore, c'est la scène où il est avec le vieil homme dans la ferme. Oui. Et quand ils deviennent amis, en fait. Oui. C'est d'une subtilité, d'une poésie incroyable. Là, pour le coup, Guillermo del Toro rend absolument justice au bouquin, à cette même scène qui existe donc bien sûr dans le livre. Moi, avec beaucoup d'amour. Ouais, exactement. Beaucoup d'amour. On voit tout à fait l'amour que del Toro a pour l'œuvre. Et voilà, c'est juste d'une beauté, d'une poésie incroyable à partir vraiment de la naissance de la créature. Un peu longué dans la première partie, mais on pardonne parce que c'est beau, parce que c'est Oscar Isaac, parce que c'est bien foutu. Exactement, voilà. Et après, Del Toro, on voit son amour pour l'œuvre dans tout le film, parce qu'il a vraiment fait ça dans le moindre détail. Ouais. Il y a une entorse qu'il fait au livre, mais qui donne une dimension supplémentaire au film, c'est que contrairement au livre, où en général, les corps dont il se sert pour raviver ses cobayes viennent de la morgue, donc c'est un peu des gens lambda, ça peut être un peu n'importe qui. Ouais. Là, dans le film, il va les chercher sur les champs de bataille de la guerre de Crimée, et dans les lieux d'exécution publique. Et c'est pour ça aussi que cette dimension-là, parce que contrairement aux livres et aux anciennes interprétations de l'œuvre, la créature est mortelle. Et dans ce cas-là, la créature est invincible dans le Del Toro. Et justement, dans les scènes de combat, notamment sur le bateau, c'est ultra spectaculaire, j'ai adoré. Ouais. Le message, c'est qu'il y a la mémoire musculaire de tous les membres qu'il a pris, de combattants, de guerriers, etc. Il est fait de guerriers, en fait. Ouais. Exactement. Et dès qu'il a insufflé la vie dans ça, tout ça s'est rassemblé pour pouvoir permettre à la créature de se battre. Ouais. Donc, très différent du livre, dimension supplémentaire. Et honnêtement, ça passe tout seul. Ouais. Les scènes de combat sont impressionnantes. Ouais, l'intro, la première scène que tu as mentionnée, là, ça pose la menace que peut être cette créature, et ce qui contraste encore plus, du coup, les scènes où il naît, où c'est vraiment un enfant en fait, qui apprend à parler, quelques mots qu'il arrive à dire au début. Donc ouais, tout à fait. Donc la première scène est assez incroyable, stupéfiante, et on voit l'aspect guerrier de son corps, en fait, finalement. Exactement. Pour une adaptation de livre, parce que à la base, ça reste quand même une adaptation d'un livre. Ultra réussi, pas fidèle à 100%, mais en même temps, c'est pas grave.
mais qui nous donne un spectacle de cinéma. Et c'est dommage que ce soit Netflix qui produise un spectacle de cinéma. Ouais, je dirais. Enfin, moi, du coup, si on voit le verre à moitié plein, je dirais que Netflix, de temps en temps, fait mouche, tu vois. Oui, de temps en temps. On a vite fait mentionner West Rien de Nouveau, il y a 3 ans, donc du coup avec Max Camerer aussi. Pour moi, c'est un quasi chef-d'œuvre produit par Netflix. Frankenstein, on n'est pas sur du chef-d'œuvre quand même, mais gros film, énorme talent à l'écran. Donc Netflix fait des bons trucs quand même de temps en temps. Oui. On les critique beaucoup sur cette chaîne, on est taquin, mais parce qu'il y a quand même beaucoup de boosts qu'on se tape, on va pas se mentir, je veux dire, au kilomètre. Mais quand ils font des films comme ça, faut le saluer quand même. Ouais, parce que c'est vraiment bien foutu. Et honnêtement, 120 millions. Alors, je pense pas que Oscar Isaac et Jacob Elordi, Christophe Waltz et tout le casting aient pris 10-20 millions chacun, ça m'étonnerait. Non. Mais il y a des films qui sont faits pour 2 fois le budget qui n'ont pas cette gueule-là. Hein. Clairement pas, non. C'est savoir-faire. La différence, c'est quoi ? C'est un bon réalisateur avec une vraie vision qui a tellement bûché le sujet en avance qu'il sait exactement à quoi s'en tenir. Ouais. Donc, je pense qu'il avait les devis déjà prêts avant que Netflix valide le projet, tu vois. C'est vrai. Ouais, tout à fait. Il doit avoir le film dans sa tête déjà mûri depuis tout petit. Vraiment, encore une fois, on l'a dit dans la partie non-spoiler, grand film fantastique qui est pas parfait, qui a quelques soucis, mais qui laisse un goût dans la bouche, comment dire, une impression géniale en fait. Ça fait vraiment plaisir de voir un film comme ça en 2025, donc voyez-le et dites-nous en commentaire si vous l'avez aimé comme nous, si vous êtes aussi enthousiaste ou au contraire si vous avez été déçu. Et vraiment, n'hésitez pas à partager vos opinions sur le film. Encore une fois, si vous aimez un peu ce qu'on fait ici avec Cinéphage, n'hésitez pas à vous abonner. On fait ça à temps partiel, hein, on n'est pas youtubeur à temps plein. Donc ça nous aide vraiment si vous abonnez, si vous continuez à nous suivre, si jamais, voilà, encore une fois, ça vous plaît. Et ceci étant dit, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Tout à fait. À très vite. À bientôt. Ciao.